Bonsoir à toi, lecteur du soir. Aujourd'hui, je te propose une lecture chuchotée du tome 2 de ma saga Les Élus, la Ligue de l'Amulette Sacrée. Je te propose de découvrir un extrait du chapitre 13. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. C'est parti. Assise au bord d'une mare à la taille des plus impressionnantes, Marie en observa la surface huileuse. Ce qui en sortit alors retint toute son attention. Une pâle lueur bleutée se mit à flotter au-dessus de l'eau souillée. Marie se risqua à s'approcher un peu plus près de la mare méphitique pour observer le phénomène. D'autres flamèches, légères et fugitives, se dégagèrent de l'eau stagnante les unes à la suite des autres, à la manière de la première. Elles flottèrent comme suspendues à quelques pouces du liquide en effervescence. Marie fut rejointe par Lucie et Valandra. Encore marquée par sa mésaventure avec les oiseaux du lac, José préféra s'en tenir éloigné et observer la scène à distance. Ce sont des feux follets, expliqua Valandra. On dit qu'ils sont la manifestation d'esprits malins et d'âmes en peine venus hanter les marais, les forêts inhabitées et les cimetières. Que c'est beau, s'extasia Marie, bien qu'en réalité il s'agisse d'émanations de gaz produites par un corps en décomposition. Quoi que ce soit, me dit José de loin, je préfère me tenir à l'écart. Tout ce qui vit autour de l'eau par ici ne m'inspire pas confiance. Méfiante et expérimentée, Lucie préféra retourner s'asseoir au pied d'un arbre mort, accompagnée de Valandra, pour y attendre le retour de Jox qui tardait. Marie contempla avec fascination le palais des flammerolles au-dessus de l'eau tépide, à la composition inquiétante. Les reflets métalliques de la surface huileuse prenaient des teintes rouille, bleutées, vertes ou violacées, comme la lumière s'y posait. Les feux follets, d'abord épars, formèrent une ronde avant de s'agglutiner sous le nez de Marie. Leur lumière diffuse et vacillante l'hypnotisait, et l'odeur intense de chair en décomposition émanant du liquide poisseux ne semblait pas la distraire du spectacle qui s'offrait à elle. Soudain, ils se dispersèrent et leur lueur disparut. La couleur bleutée du liquide pâlit à en devenir translucide, et sa surface se craquela, libérant une forme visqueuse. Lorsque Jox finit par réapparaître en s'essuyant l'encoignure des lèvres, José, qui ne tenait plus en place, s'empressa de se lever pour quitter le lieu. Jox, c'est pas trop tôt, on va peut-être pouvoir y aller maintenant. Faut pas rester ici trop longtemps, sinon on va mourir asphyxié. Je suis d'accord, le soutint Lucie. Viens Marie, tu as assez regardé les feux follets, on y va maintenant. Tirée de son état d'hypnose, Marie se tenait sur le point de se redresser lorsque la forme boueuse sembla se mouvoir. Attendez, quelque chose a bougé dans la mare. Déjà prêts à reprendre la marche, ses compagnons se tournèrent vers elle, l'air alarmé. Tu ne devrais pas rester là, avertit Lucie, une note d'angoisse dans la voix. Brusquement, la forme dégoulinante de boue saisit Marie par les épaules pour tenter de la tirer vers le fond. José et Lucie réagirent suffisamment vite pour l'empêcher de sombrer tout à fait, mais sa tête se trouvait déjà prisonnière de la mare par une force mystérieuse, et leur tentative pour l'en extraire s'avérait vaine. « Vite !» hurla Lucie, le visage crispé d'effroi. Ses yeux remplis de panique demeuraient fixés sur les épaules presque immergées de sa sœur, tandis que celle-ci se débattait pour émerger. Il faut faire quelque chose ou elle va se noyer. Comme Marie luttait, que ses compagnons se démenaient pour lui sauver la vie, une silhouette surgit brusquement d'un fourré et jeta
le silence, un doigt posé sur sa bouche, scrutant leur environnement comme si un danger pouvait surgir à tout instant. Puis, il leur fait signe de le suivre. Le nain s'engouffra dans l'un des buissons noueux et velus, à l'intérieur duquel il semblait avoir découpé une porte qui demeurait invisible une fois close. Ses invités imprévus durent se tenir courbés pour le suivre à travers un tunnel creusé dans l'épaisse végétation, avant de déboucher sur un lieu plus sain, à l'air plus respirable, à l'eau plus pure et à la végétation plus verdoyante. Ce lieu n'appartenait plus ni au marais ni à la forêt, ni à aucun autre territoire connu. Un lieu épargné par la toxicité des marécages, un lieu protégé de tout ennemi et si secret que même José n'avait pu le percevoir du haut de la montagne. Plus spacieux que ne le promettait le tunnel emprunté jusque-là, l'endroit offrait un environnement accueillant. Les voyageurs y découvrirent une petite cabane au jardin attenant cultivée sur les rives d'un ruisseau et quelques animaux étranges tenant compagnie aux nains solitaires. Réapparut alors le potamochère, espion secret du nain qui avait donné l'alerte de leur présence. Mais le nain avait également recueilli une grenouille à cornes, à la peau aussi dure qu'une carapace, un drôle de rongeur à la queue touffue et un énorme lézard. « Qu'est-ce qui vous a pris de vous approcher si près de la mare d'Arpa ?» réprimanda soudain le nain, une fois en sécurité de l'autre côté du tunnel. « Êtes-vous inconsciente ou stupide peut-être ? Si je n'avais pas été là, cette peste à queue de poisson vous aurait entraîné avec elle au fond de sa mare boueuse. » Le nain misogyne se montrait belliqueux et grossier de surcroît. Marie se défendit de ses propos vexants à son encontre. « Excusez mon ignorance, mais je ne savais pas qu'il y avait cette chose là-dedans. » Qui Arpa l'interrogea alors Lucie. « L'on dit une des marées la plus dangereuse de son espèce. Et qu'avez-vous jeté dans la mare pour libérer ma sœur de son emprise ? Je vous trouve bien trop curieuse. Dites-moi plutôt pourquoi 5 humains traînaient dans le marais de Slot. » Nous tenons d'abord à vous remercier de l'avoir sauvé, gratifia Jox poliment, résolu à jouer l'ambassadeur zélé du groupe. Nous sommes à la recherche d'un nain qui répond au nom de Mimir. Serait-ce vous ? Ça dépend. Que voulez-vous à ce nain ? Nous ne lui voulons qu'un mal, notre visite est amicale. Nous aimerions qu'il nous conduise au géant Bran. Et pourquoi cherchez-vous à rencontrer ce géant ? Tant de questions et de méfiance eurent raison de la faible patience de José. Cessez de nous faire perdre notre temps, s'emporta-t-il, le regard colérique. José commençait à douter de la réelle existence du fameux nain. Si vous n'êtes pas Mimir, dites-le nous et nous reprendrons notre voyage. Écoutez, intervint Lord Jox sur un ton plus aimable, craignant de voir le nain se vexer et agitant les mains pour calmer les esprits. Nous sommes venus en amis demander l'aide de ce nain. Il nous faut absolument rencontrer le géant Bran pour sauver un ami. Eh bien oui, je suis Mimir, finit-il par avouer fièrement, se dressant de toute sa hauteur de nain, l'air hautain. Voilà donc un de nos problèmes résolus, conclut Jox. Je suis flatté par tant d'intérêt pour ma petite personne, poursuivit Mimir, le regard toujours soupçonneux. Mais nous parlerons de notre affaire dans mon logis dès que cette jeune fille n'en pestera plus. Voilà, j'espère que cette lecture t'a plu. Dis-le-moi en commentaire. Et dis-moi également si tu souhaiterais que je te lise un extrait en particulier d'un des 3 tomes. En attendant, je te souhaite une agréable nuit. Je te souhaite de doux rêves et je te